Bonjour Pierre, Pierre Dubuc en direct de New York qui nous fait l'honneur d'être présent, certes à distance, mais pour le futur, le update futur of work. Bienvenue pour cette édition. Bonjour, merci beaucoup. Alors Pierre, évidemment, la formation est au cœur de votre métier. L'idée toujours de préparer l'avenir et de préparer son avenir et cette notion aussi d'obsolescence des savoirs que vous prénommez comme cela. Moi, ce que j'aimerais savoir d'abord, dans un premier temps, c'est justement ce phénomène d'obsolescence des savoirs. En quoi ça consiste? Ça, c'est le premier point. Et entre l'accélération du progrès technique qu'on voit au quotidien et l'écart des compétences, qui maintenant, je crois, une compétence acquise dure entre 12 et 18 mois, vous me confirmerez peut-être. Comment réduire justement cette fracture entre cette technologie qui va toujours plus vite et ces compétences qui sont de plus en plus vite obsolètes? Oui, bien sûr, en fait, le phénomène d'obsolescence des savoirs, ça commence par l'accélération, la transformation des métiers et des compétences. Donc, il y a quelques dizaines d'années, vous alliez avoir probablement un ou deux jobs dans votre carrière professionnelle. Vous alliez rester dans la même entreprise pendant des années et des années. Il y avait peu de changements et peu d'évolution. Maintenant, c'est tout l'inverse. Un jeune diplômé, il va avoir, on prévoit en pressenti, on pressent une dizaine de jobs différents dans sa carrière professionnelle. L'OCDE nous dit que la durée de vie d'une compétence technique, ça varie entre 12 et 18 mois. Donc, on voit bien que le cycle s'est considérablement raccourci. Et donc, il faut maintenir un certain apprentissage permanent pour rester employable, tout simplement. Et donc, avoir les nouvelles compétences pour pouvoir accéder à ces nouveaux métiers qui évoluent très, très vite. Donc, du coup, comment on réduit cette fracture? Parce qu'on sent bien qu'il y a des gens qui vont parfois être un peu dépassés et leur employabilité va diminuer. Peut-être qu'ils vont perdre leur job et quand ils ne vont plus avoir d'emploi, ça sera difficile d'en retrouver un. Donc, il faut absolument réduire cette fracture parce que c'est un enjeu social, politique et tout simplement humain d'insertion socio-économique de toute la population. Donc, comment on réduit cette fracture? En fait, il y a trois grands acteurs pour réduire la fracture. Ça passe par des opérations, des programmes massifs de formation, tout simplement, de montée en compétences et de reconversion. Il y a trois acteurs qui peuvent y contribuer. D'abord, les individus eux-mêmes, évidemment, pour se former, il faut un moment s'y mettre, il faut étudier, il faut parfois investir, mettre de l'argent si on peut, mais en tout cas, y consacrer du temps. Et ensuite, il y a les gouvernements, il y a les politiques publiques, les investissements, mais aussi les lois, les décrets, les réglementations en matière de formation. Et enfin, les employeurs. Et les employeurs, les entreprises ont un rôle à jouer et doivent prendre part en fait à cette évolution en proposant des formations, de la montée en compétences et de la reconversion à leurs collaborateurs. Alors, on le voit, on est bien placé aussi pour le savoir, le démontrer très régulièrement au Web Institute. L'innovation est au cœur de la compétitivité des différents acteurs et en particulier des organisations et des entreprises. Alors, il semble essentiel, notamment pour ce qui vous concerne, de pouvoir apprendre à apprendre finalement, et cela en continu. Alors, est-ce que le modèle pédagogique tel qu'il est actuellement est en phase, selon vous, avec le marché du travail dans un premier temps? Et comment, surtout, est-ce qu'on pourrait imaginer, articuler, opérer un changement de paradigme par rapport à cela? Oui, c'est une très bonne remarque puisque moi, à titre personnel, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai étudié pendant 5 ans finalement pour arriver à un niveau master. Euh, je me rendais déjà bien compte que les premières compétences que j'ai acquises dans les premières années, le temps que j'arrive sur le marché du travail, elles étaient quasi obsolètes, voire complètement obsolètes. Donc on sent bien que cette formation un peu monolithique de plusieurs années, elle connaît ses limites. Et d'autant plus pour la reconversion plus tard, c'est-à-dire que quand vous êtes au milieu de votre carrière et que vous voulez aller sur un nouveau métier, ça va être quand même difficile pour vous de vous arrêter complètement, de plus avoir de salaire potentiellement, de vous occuper de votre famille et d'aller étudier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça paraît très compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va découper ces blocs monolithiques en ce qu'on appelle des blocs de compétences pour acquérir une compétence, deux compétences, trois compétences et d'être en permanence en apprentissage. Donc, d'avoir un mode d'apprentissage en continu. Et donc, pour ça, il faut commencer par améliorer sa méthodologie d'apprentissage. Apprendre à apprendre, c'est un peu une méta-compétence, mais qui va permettre
de continuer à se former tout au long de la vie de façon très, très efficace. Et puis, donc, régulièrement, apprendre des nouvelles compétences, se reconvertir progressivement et pas forcément par bloc monolithique, même si ça peut exister encore. Apprendre progressivement, c'est une pédagogie par compétence, c'est une pédagogie par projet, donc c'est très pratico-pratique finalement. Vous allez progressivement évoluer d'un métier à l'autre par des projets, par des formations, par du mentorat, par de l'accompagnement qui est on va dire, coulé dans votre expérience professionnelle et pas avec un stop et un bloc monolithique de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc en mode projet dès l'apprentissage, hein, finalement, c'est ce qu'on peut comprendre aussi, Pierre, hein, par ce que vous dites. Exactement. En fait, il y a un parallèle à faire avec le système d'apprentissage et d'alternance, finalement, qu'on connaît pour les jeunes. Mais en fait, ce système d'alternance, il est en train d'arriver finalement dans la logique aussi pour les salariés et les personnes tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pour les jeunes. Vous pouvez très bien faire de l'alternance et apprendre un nouveau métier, même quand vous avez 40 ans, 50 ans. Pourquoi pas finalement? Parce que c'est vraiment efficace. Alors, avec Open Classroom, comment est-ce que vous, finalement, vous situez dans ce changement de paradigme là, que vous venez d'évoquer? Quels sont, finalement, et on va finir par ces aspects-là très importants, essentiels, évidemment, vos valeurs et vos engagements? Est-ce que vous pourriez développer ces aspects fondamentaux pour Open Classroom? Alors, nous, on a créé Open Classrooms comme une entreprise à mission, dont la mission, c'est de rendre l'éducation accessible et en particulier l'éducation professionnalisante, donc qui aboutit à un job. Donc, du coup, on cherche à former sur les métiers et les compétences de demain, les métiers et compétences en tension. Donc, on commence par là, on va étudier, analyser le marché, on parle à des entreprises, on étudie les offres d'emploi, on étudie voilà, le marché des métiers et compétences, on va cartographier ça pour pouvoir créer nos curriculums sur exactement les besoins des entreprises. À partir de là, on va créer des programmes diplômants, des programmes certifiants qui sont reconnus par l'État. Et donc derrière, on va former à la fois des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi sur des programmes de courte durée, de moyenne durée, de longue durée, de l'alternance également sur les métiers et compétences de demain, avec une pédagogie par projet, par compétence, mentorée avec un mentor. Donc un mentor, c'est un expert ou une experte du domaine qui suit chaque étudiant en one-to-one, en vidéoconférence. Donc, il y a un accompagnement humain très, très soutenu, très qualitatif et personnalisé. Et puis, à la fin, donc, un diplôme et une certification jusqu'à l'insertion professionnelle, si besoin, avec du coaching et insertion professionnelle. Et nous, notre engagement, c'est l'emploi, en fait, à la fin, c'est l'employabilité. Donc, on cherche, en tant qu'entreprise à mission, en tant que Bicorp, à créer de l'impact social. Cet impact social, on le mesure par le nombre de personnes qu'on place dans l'emploi, soit pour un premier job, soit pour une reconversion, soit de créer une société aussi. Et on s'est fixé un objectif à 2025, c'est celle de former et de placer dans l'emploi 1 million de personnes par an. Et la raison d'être alors d'Open Classroom, c'est comment vous pourriez la formuler? Rendre l'éducation accessible. C'est très simple, elle est inscrite dans nos statuts en tant qu'entreprise à mission. Ça fait des années qu'on la porte, qu'elle est portée par notre équipe, mais aussi par nos mentors, nos profs, nos étudiants, nos clients aussi. Rendre l'éducation accessible, c'est ça qui nous porte chez Open Classrooms. Je vous remercie beaucoup pour cette contribution très intéressante d'Open Classroom qu'on espère revoir, pourquoi pas on stage directement à Paris et en physique. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt Pierre. Au revoir.